après avoir fait le point sur les notions et les problèmes, les problématiques qu'on aborde dans cette séquence, je propose d'examiner les finalités en termes de compétences. Ce sera un troisième point. On est à la fin du cycle 3, et même à la toute fin, puisque vraisemblablement on est plutôt en fin de classe de 6e. Et l'idée, c'est d'interroger des repères qui sont, bon, sinon déjà connus, du moins qui ne sont plus seulement des découvertes. On n'en est plus au stade de la découverte. Et il s'agit de questionner aussi des faits apparemment établis. Je m'explique un peu là-dessus. Si on prend les compétences, on voit qu'on insiste sur les repères, se repérer dans le temps et dans l'espace. Il s'agit aussi de raisonner. Alors s'informer dans le monde du numérique, là on ne l'abordera pas dans cette séquence, à moins peut-être qu'on demande aux élèves de faire une recherche sur Internet sur les cultes orientaux, par exemple, pour lesquels on a mis des documents. Et puis, en revanche, on devine bien qu'il s'agira d'analyser et de comprendre un document et de pratiquer différents langages, et même aussi, on le verra, de coopérer et mutualiser. Donc, vous comprenez bien que si on se contente de faire la liste des compétences, ben là, on les a presque toutes, et voilà, on se contente d'une liste, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'attend le jury, c'est évidemment qu'on explique davantage comment ces compétences sont effectivement mises en œuvre à travers le projet pédagogique et didactique que l'on défend ici. Alors, on va reprendre l'ensemble de la séquence dans l'ordre, et on va suivre le déroulement de cette séquence, et voir un peu ce qui se passe au fur et à mesure. Alors, au moment du lancement, le lancement sur le thème de la diversité religieuse de l'Empire, il y a évidemment une compétence fondamentale ici, qui est se repérer dans le temps. Se repérer dans le temps, puisque on met en évidence la concomitance des choses sur le tableau qui sert à démarrer cette séquence. On montre la concomitance de la présence des Romains et de la passion du Christ. Ça s'est passé sous l'Empire romain, et il faut bien comprendre que c'est pas du tout évident aux yeux des élèves de 6e. On peut avoir tendance à imaginer que le christianisme est quelque chose qui vient après l'Empire romain. L'Empire romain appartient à l'Antiquité, et l'Antiquité n'est pas une période à laquelle on rattache spontanément et naturellement le christianisme. Donc mettre en évidence cette concomitance, c'est justement un des intérêts de cette leçon, puisque l'Empire romain, certes, a sa religion, une religion polythéiste. Les Romains sont polythéistes, oui, ça on l'apprend en 6e, mais on se rend compte là que les choses sont en fait un peu plus compliquées. On rapproche en fait des événements qui ont été étudiés dans des leçons différentes. On fait ce qu'on appelle de la contextualisation. Et on met en évidence des chevauchements de périodes entre l'ère chrétienne, qui débute en effet avant la fin de l'Empire romain. Ce n'est pas une logique de succession. Et ça, il est important de le mettre en évidence. Se repérer dans l'espace aussi, je ne l'ai pas justifié à droite, parce que je pense que c'est assez évident à partir du moment où on montre la carte de l'Empire romain, et où on met en évidence la dimension de l'Empire romain. On peut éventuellement même à ce moment-là donner quelques chiffres sur le temps qu'on met à le traverser, à le parcourir d'un bout à l'autre, et donc la diversité que cela induit nécessairement. Pour ce qui est d'analyser et de comprendre un document, là je suis toujours sur le tableau qui sert de point de départ, l'Ecce Homo. Ici, l'intérêt de ce document, c'est qu'au fond, il ne prend sens qu'une fois qu'il est contextualisé. Voilà, voir Jésus devant une rambarde, devant une foule, avec quelqu'un qui le montre, qu'est-ce que ça veut dire pour les élèves? C'est, à première vue, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais une fois qu'on comprend qu'on a des Romains,
des Juifs et Jésus sur le même tableau, là, c'est susceptible de faire sens. Donc, on met en évidence l'intérêt de la contextualisation pour donner du sens au document. Et puis, il y a autre chose qui est important ici dans cette analyse et cette compréhension du document, c'est le recours à une grille d'analyse. C'est-à-dire, ici, ce sont les questions qui, où, quand, quoi, pourquoi. Cette grille d'analyse, je l'ai présentée un peu comme un rituel qu'il faut essayer d'appliquer à chaque fois. Et de fait, ici, on l'utilise et on développe cette habitude et on se rend compte à quel point ça peut être fécond. Alors, dans la deuxième étape, le travail sur documents, donc les différentes religions dans l'Empire, particulièrement les cultes orientaux. Ici, bien sûr, on analyse des documents, ça va de soi, on relève des indices, on les trie. Alors, on pratique différents langages. Oui, notamment, on remplit un tableau à double entrée. Ici, il faut bien prendre conscience que le tableau à double entrée, la lecture du tableau à double entrée et la réalisation d'un tableau à double entrée, ce sont des compétences qui ne vont pas du tout de soi pour des élèves de 6e. Et donc, s'habituer, s'approprier ce type de langage est ici une nécessité. Coopérer et mutualiser, bien sûr, puisqu'on se partage les documents. Hein, tous les élèves, chaque élève n'étudie pas l'ensemble des documents. On se partage les documents et ensuite on doit partager les informations, on doit mutualiser les informations plutôt. Pour ce qui est de raisonner, ici, à partir du moment où on met un élément dans le tableau, on doit effectivement le justifier, et le justifier avec un élément qui est pris dans les documents, qui est relevé dans les documents. En fait, on se rend compte que dans toute cette séquence, à chaque fois qu'on avance une idée, un fait, un mot, il faut l'appuyer sur des faits qui sont relevés dans les documents. Et ça rappelle un principe fondamental qu'il faut mettre en œuvre à l'école et qu'il faut que les élèves intègrent, qui est que la vérité d'une proposition ne résulte pas du statut de celui qui l'énonce, ce n'est pas l'autorité de celui qui l'énonce qui fait la vérité de la proposition qu'il énonce, mais c'est la vérité d'une proposition résulte de la possibilité de la démontrer de façon rationnelle. Et c'est ce qu'on fait ici, particulièrement parlant de religion. Je crois qu'il y a ici un enjeu très important qui touche les finalités civiques, d'ailleurs, dans la façon dont on justifie la démarche. Cette justification, elle vaut aussi dans le remplissage des phrases à trous. J'ai mis plus bas, voilà, justifier une démarche dans les phrases à trous, parce que quand on propose un mot, évidemment, il faut le défendre face à d'autres qui vont proposer eux aussi un mot, et pour le défendre, on sera encore obligé de recourir à des éléments pris dans les documents. Il y a une autre utilité de la phrase à trous, c'est que si dans un trou, on met un adjectif à la place d'un nom commun, il y a des chances que la phrase ne soit pas logique et que ça ne fonctionne pas. Et une phrase à trous, c'est un outil très utile pour faire de la grammaire, en fait, de la grammaire et de la syntaxe. Et pour se dire qu'il y a des mots qui y vont et des mots qui ne vont pas. Et là, dans ces cas-là, on est bien obligé d'utiliser des termes comme adjectif, nom commun, verbe, sujet, complément d'objet direct. Et c'est l'occasion d'utiliser des termes de grammaire et de ne pas les réserver à la leçon de grammaire, justement, de se rendre compte que la grammaire, c'est utile tout le temps. Donc là aussi, l'histoire-géographie apporte sa contribution à cette compétence d'utilisation des différents langages, et notamment du langage écrit. Alors, enfin, ce que j'ai appelé la relance, c'est-à-dire lorsqu'on revient sur la question de la persécution des chrétiens à la fin de la séquence, ici, bien sûr, l'idée, c'est de raisonner, parce qu'on introduit un élément perturbateur. On avait établi une chose claire, le fait que les Romains acceptaient les autres religions, et que c'était un élément justement de la romanisation. Et à partir de cette base qui paraissait claire, qu'on avait formalisée dans une phrase résumée,
on apporte un élément perturbateur qui montre que les choses ne sont pas si simples, qu'en fait la base qu'on croyait solide se fissure parce qu'il y a des choses plus compliquées qui arrivent. Et en fait, c'est la façon dont on procède tout au long de cette séquence. À chaque fois qu'on a stabilisé une notion, eh bien on la déstabilise et on montre que les choses sont plus compliquées. On est dans une logique de questionnement permanent. On crée des situations problèmes à chaque fois. Et ça, c'est tout à fait dans la logique raisonnée.